Avec le déclenchement de l'élection partielle dans Chicoutimi-Le Fjord, on est à se demander si une partielle fédérale peut nuire à une élection provinciale, celle du 5 octobre prochain. Cette élection générale provinciale pourrait être déclenchée le 29 août prochain, 2 jours avant le vote pour la partielle dans Chicoutimi-Le Fjord. C'est un choix que le premier ministre Carney fait de choisir Chicoutimi-Le Fjord pour déclencher la partielle parce qu'il y a un comté dans le coin de Montréal qui aurait pu aussi aller en partielle, puis il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour lui, est stratégique et fort probablement qu'il a envie d'avoir un député dans le coin parce qu'on n'en a pas nécessairement proche dans l'Est. C'est trop deux affaires proches de même, là. Ben oui, c'est mélangeant. C'est juste que je trouve que je suis tannée d'aller aux élections. Je suis pas inquiète que les gens vont aller voter. S'ils vont pas voter, c'est parce qu'ils veulent pas y aller, là. Pas parce qu'ils vont l'avoir oublié. Une partielle qui aura certainement une influence sur l'élection provinciale selon certains candidats. En effet, ces candidats semblent déjà réfléchir à la logistique derrière cette campagne électorale qui en chevauche une autre. Ça vient avec un certain nombre de, je vais mettre en guillemets, pollution visuelle, il faut le dire. Hein, avec des pancartes partout, c'est pas nécessairement non plus ce que les gens cherchent. Alors si, avant la fin de la fédérale, on ajoute les nôtres, bien, ça va être l'enfer. Alors, il va falloir se pencher sur comment est-ce qu'on va pas surcharger les gens cognitivement puis visuellement aussi dans ce contexte-là. Parce qu'on avait prévu, naturellement, le 27 au matin, quand ça va être déclenché, à Voyons-Port. Ça fait qu'il va falloir un respect, mais un très, très grand respect des autres organisations, toutes les organisations fédérales, pour que nous, on puisse agir très rapidement. Ce qui me dérange, c'est que ça aurait pu être fait juste un petit peu avant pour pas qu'on se chevauche. Ça, comme stratégie, ça aurait été un beau grand respect. Est-ce que, parce qu'on choisit une circonscription, c'est un manque de respect? Je n'irai pas jusque-là. C'est sûr que on peut dire, bon, ben est-ce que c'est le choix le plus judicieux dans le contexte électoral? On aurait pu attendre. Ça, c'est vrai, on n'était pas dans l'urgence parce que ça reste qu'il y a des délais prescrits. Dans l'espace d'1 an et demi, les électeurs de Chicoutimi-Le Fjord auront donc été appelés aux urnes 5 fois si on compte l'élection générale provinciale qui aura lieu en octobre prochain, ainsi que la partielle du 31 août prochain. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Partout au Québec, des producteurs agricoles doivent composer avec des comportements parfois irrespectueux de la part de visiteurs, ce qui nuit à leur travail sur le terrain. À Saguenay, les propriétaires de la ferme Tournesol située à Chipcha en savent quelque chose. Au fil des ans, des vols dans leurs champs de bleuets et du grabuge sur leurs terres ont compliqué leur quotidien. On est déjà arrivé des journées que pouvait avoir 4-5 personnes qui cueillaient avec des peignes dans les champs de bleuets. Fait que ça représente quand même beaucoup de livres de bleuets qui peuvent partir du champ à l'heure. Par la suite, des gens qui font juste traverser les barrières puis qui rentrent dans les champs pour se servir eux-mêmes. À chaque année, on met des nouvelles pancartes. C'est impossible de ne pas se rendre compte que c'est sur une terre privée. Généralement, j'arrive 2-3 jours après. Les pancartes sont arrachées, sont lancées un peu partout. Selon le responsable, plus de sensibilisation devrait être effectuée. Chaque ferme, chaque propriétaire de terre doit un peu mener sa propre bataille. Mais oui, c'est certain qu'il pourra avoir peut-être plus de prévention faite par l'UPA, par des trucs comme ça. C'est déplorable, là. C'est des propriétés privées, c'est notre gagne-pain. Voler des bleuets, c'est comme voler dans le réfrigérateur de quelqu'un. Là. Le monde pense qu'à cause que c'est des grands terrains, qu'on peut pas tout clôturer ça, qu'ils ont accès à ça librement. À part que de le répéter, puis le répéter, je vois pas autrement qu'on peut régler le problème. Là. Parfois, c'est le manque d'éducation des cueilleurs qui cause problème. Certains comportements peuvent sembler banals, mais vont avoir des répercussions importantes sur la production. Équeuter les fraises au champ. Les queues de fraises, le petit reste de fraises qui reste après, ça pourrit. Puis une fraise qui pourrit ou une queue de fraise qui pourrit dans le champ, dans les rangs, ça fait pourrir les autres autour. Fait que ça rapetisse la période, ça abîme les fraises qui restent. Ça m'est arrivé des années d'avoir des gens qui écrasaient mon feuillage. Le feuillage est là pour protéger la production. Le plant, il peut pas se relever. Là. Fait que ça m'est arrivé quelques années. Là. Puis là, c'est comme des bouts de rang qui sont comme plus serviables là, pour le reste de la saison. Oui. Il y en a qui apprécient pas que les gens mangent au champ. C'est sûr que
Moi, j'essaie de faire un petit peu de sensibilisation des fois auprès des enfants. Là. Je regarde, bon, ben toi, tu es très, très, très jeune, tu as le droit de manger dans le plat de maman parce que tu marches pas encore. Toi, tu es un peu plus vieux, ben mange au moins dans le rang. Puis toi, tu es un peu plus vieux, ben ramène-en à la maison. Là, il faut en mettre aussi un peu dans le plat. Il faut que les gens... C'est sûr que pour nous, s'il y a des kilos et des kilos qui sont mangés au champ... qui ne sont pas payés, bien, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour pouvoir continuer l'année d'après. À Compton, Fanny Lachance-Paquette. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Dominique Pouliot a réussi son défi de traverser le parc des Laurentides à la course à pied. Il a parcouru près de 200 km en 4 jours et demi. Il a ainsi pu amasser 3 200 $ pour la Société canadienne du cancer. Le Musée du patrimoine d'Arvida a dévoilé son médaillon commémoratif créé dans le cadre du 100e anniversaire de la cité d'Arvida. On s'est arrêté vraiment sur « Hey, c'est le 100e ». On vend 100 médaillons qui représentent et d'un côté l'armoirie d'Arvida et de l'autre côté, justement, le logo du 100e d'Arvida. Les engrenages, dans un certain cadran, ça représente vraiment l'industrie, le travail, les efforts et les exploits obtenus à la ville d'Arvida. On a le barrage, justement, qui représente l'hydroélectricité, avec en dessous aussi l'autre cadran qui représente l'électricité. Ensuite, bien, vous avez une salle de cuve qui est représentée pour, justement, l'aluminium. Naturellement, c'est bilingue et les éclairs, encore une fois, on parle d'électricité ici. C'est la première armoirie d'Arvida en 1946. Donc, c'est une pièce, naturellement, qui va être pour les collectionneurs. Seulement 100 exemplaires ont été fabriqués, dont 99 qui sont en vente libre au coût de 1 000 $. La toute première pièce, elle, est mise aux enchères avec une mise de départ de 1 500 $. Le gagnant de l'enchère sera dévoilé le 20 août prochain et les manières de vous procurer un de ces médaillons ou de venir miser aux enchères est soit de venir ici même au Musée du patrimoine Arvida ou de consulter leur site Internet. Il y a des gens d'affaires qui sont des ambassadeurs d'Arvida qui ont l'œil dessus, je vais t'avouer. Puis 2500, 3000, je pense qu'il va y avoir des acheteurs. Cette vente exclusive fait office de campagne de financement pour soutenir la confection d'une exposition permanente ici même au Musée du patrimoine Arvida. Un projet qui devra coûter plus d'1 million de $. Il va y avoir une exposition permanente dans le bâtiment ici, dans tout le rez-de-chaussée, si je peux le dire ainsi. Et c'est les fonds, en fait, de cette campagne de financement-là vont nous aider, justement, à la débuter, à la travailler, parce que c'est quand même 1,3 million qu'il faut aller chercher dans la communauté pour ce projet, juste l'exposition permanente. Carl Dufour a d'ailleurs profité du dévoilement pour dénoncer le manque de soutien de la part du gouvernement et du ministère de la Culture par rapport au projet de la Ville de Saguenay. Je suis un petit peu déçu sur les dépôts qu'on a faits dernièrement. La Ville a déposé des projets. On avait déposé quand même une bonne quantité où les musées, on s'attendait à avoir quelque chose, puis on a 0 en 3 malheureusement ici. C'est un petit peu décevant de la part du gouvernement puis du ministère de la Culture. Tu sais, on nous dit, bien écoutez, essayez de conserver les églises. C'est ce qu'on est en train de faire à Ville de Saguenay. On essaye d'en protéger. Tu sais, on a besoin de l'aide des gouvernements là-dessus. Puis là, on n'a pas eu. Donc, ça a été pour moi une grosse déception. Mais j'ai espoir encore. Je suis un gars qui vit beaucoup avec l'espoir quand tu es en politique, puis j'ai espérance qu'il y a quelque chose qui va déboucher peut-être, débloquer dans les prochains mois. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer's about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. On a été invité par Soccer Canada. C'était une des séances d'entraînement de l'équipe. C'est notre potentiel. On se met pas de limites. Oh, c'est maintenant que ça se passe. La Coupe du monde a aussi un côté rassembleur qui attire les plus grandes stars. Wycliffe, ça va bien? Ça va bien. Enchanté. Grenadier à la sauce, ça qu'a fait. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. À
Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.